Ok, welcome et bienvenue pour ce webinaire du 14 février. Eh bien, on va parler d'amour. Et pour introduire cet amour, au fait, 14 février, fête de l'amour, est-ce que l'une d'entre vous sait de quoi il s'agit après tout? Euh, on aime bien parler de Saint-Valentin, mais qu'est-ce qu'on dit avant la Saint-Valentin? Vous savez de quoi on parlait avant la Saint-Valentin? Qui lève la main pour répondre? Mhm. Oh, aucune ne lève la main pour dire moi je sais. Ah oui, Nathalie. Allez, je vais venir ouvrir le micro. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde, salut Alain. Salut, salut. Alors, Alors, je ne sais pas, alors j'ai peut-être une info, j'en sais rien. Je sais qu'il y a eu le nouvel an des arbres, il n'y a pas très longtemps, il y a 2, 3 jours. Et c'est après la pleine lune, c'est cette pleine lune-là, c'est quand la sève commence à remonter dans la nature. Donc je me dis que c'est peut-être lié. Hein, et on sent que la nature, on sent qu'il y a une espèce de pétillement, on sent que c'est pas loin, les premières fleurs et tout, ouais, ouais, ça arrive. Donc c'est peut-être lié, comme je suis très animiste, hein, c'est peut-être lié à ça, à cette nature qui se réveille, voilà. Et je pense. on a une païenne parmi nous, une païenne, animiste. Nous avons de la résistance, nous sommes cachés partout. Oh là là. Alors, oui, exactement. Eh bien, c'est exactement cette filière-là que je vais suivre. Avant Saint-Valentin, eh bien, on parle des Lupercales. Les Lupercales, eh bien, en fait, ce sont des festivités entre le 13 et le 15 février, exactement au moment de la remontée de la sève, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, 14 février 2017, je jardinais torse nu cet après-midi à retourner de la terre parce que j'ai du terrassement dans mon jardin à faire et je dois déplacer des terres. Eh bien, il faisait tellement beau et tellement chaud, 15 degrés. 15 degrés aujourd'hui au thermomètre en Belgique. Vous imaginez ça? C'est fort quand même, hein, c'est pas rien. Eh bien, hop, j'étais torse nu au soleil. Donc, alors que la veille, pas. C'est très amusant. Hein. Hier, le 13, j'étais au jardin et je ne me suis pas dévêti jusqu'au torse nu. Eh bien voilà, aujourd'hui oui. Donc on parle bien d'une montée de la sève. Ok, d'accord. Euh, et cette montée de la sève fait que le soleil était là pour entretenir toute cette vitalité. Et eh bien, j'ai été commencé à retirer des vieilles branches de l'hiver, donc de l'an passé. J'ai fait un petit feu au fond du jardin pour faire des cendres. Et donc enfin, voilà, je nettoie l'hiver, pour dire simplement. Alors, les Lupercales, eh bien, du temps des Romains, c'était une fête où on parlait du dieu Pan. Vous voyez, hein, le Pan, le gars qui a des pattes de bouc et qui a un torse nu, évidemment, et qui court après les nymphes. Ouh, il court après les nymphes pour leur sauter dessus et faire plein de trucs bien sexuels. Et c'était une fête où, d'après ce qu'on raconte, à Rome, eh bien, les jeunes gens pouvaient se déguiser, se costumer, se cacher, se travestir pour courir après les nanas. Et toutes les nanas qui étaient dehors à ce moment-là, un petit peu seules, hop là, ils leur sautaient dessus. Les fêtes des Lupercales. Eh bien, quand j'ai lu ça, ça m'a donné l'idée simple. Vous savez qu'en Belgique, il y a le carnaval de Binche. Oui, oui, hein, c'est mondialement connu quand même. L'UNESCO l'a reconnu. Le petit belge, c'est pas que les frites et les gaufres, hein, il y a le carnaval de Binche. Eh bien, il y a dans les préparatifs du carnaval de Binche une petite fête qui s'appelle les trouilles de nouilles. Qui connaît les fêtes des trouilles de nouilles? Oui, les deux Belges qui sont là, bien sûr. Et alors, on va laisser la parole à Brigitte, si je me permets, voilà, je vais aller rétablir. Brigitte, voilà, tu sais nous dire ce que tu connais des trouilles de nouilles? Oh, pas grand-chose, qu'on se déguise et on boit beaucoup sûrement. C'est pas très... Passion, hein, bien sûr. Ah ben non, je ne sais pas en fait. Oui, on se déguise et puis on se poursuit, je ne sais plus. Oui, Il y a une histoire de... on se Ouais, de poursuite. Pardon, mais...
on va donner la main à Nathalie. Vas-y Nathalie, complète. Bonsoir. Ben, écoute, je ne fais pas beaucoup plus qu'elle, là. C'est vrai que je connais les trouilles de nouilles, mais à part qu'on boit, je me souviens aussi. Je veux donner de la Belgique, les filles, s'il vous plaît. Oui, on se déguise, on boit évidemment pour faire la fête. Et alors, on peut courir après les autres dans la rue le soir des trouilles de nouilles et faire des tas de blagues sexuelles. Donc, en fait, les Lupercales et les trouilles de nouilles, it's the same. C'est la même chose. Et ça fête quoi? Ça fête la montée de la sève, le retour du printemps prochain, en tout cas. Les 15 degrés, je les ai eus aujourd'hui dans le jardin. Donc, voilà. Eh bien, cette histoire de la Saint-Valentin, forcément que quand la sève monte et qu'on veut aller vers les femelles quand on est un vieux bouc ou un jeune bouc, parce qu'il faut savoir aussi que cette fête était faite pour cadrer l'aspect brutal et rustre des jeunes romains. Parce que la sexualité des jeunes était un peu brutale et un peu rustre. Alors, ils avaient mis une fête pour cadrer, pour dire, OK, vous pouvez faire des trucs, mais c'est quand même cadré dans la société. Voilà, donc je ne sais pas ce que faisaient ou aimaient les Romaines, mais en tout cas, il semblerait que leurs jeunes gens avaient une sexualité assez débridée et chaude. Bah, ouais, hein, il en reste quelque chose avec les Italiens. Oui, j'ai des origines italiennes, je ne peux pas vous le cacher. Voilà pour ce qui est de l'origine des Lupercales, que je me permets de faire un lien avec les trouilles de nouilles, et un lien avec le désir. Ah oui, parce que la pulsion sexuelle, si je me permets de vous montrer le schéma avec lequel nous allons travailler, nous n'avons pas encore travaillé, avec lequel nous allons travailler prochainement. Regardez un peu ce schéma. Eh bien voilà, donc, le désir en plein milieu. Vous voyez le schéma en plein écran? Eh bien, en plein milieu, il y a le désir. Et le désir, c'est la forme de l'émotion désir qui va donner un sentiment qui s'appelle amour. Et qu'est-ce que vient fêter cette Saint-Valentin? En tout cas, une fois par an, on dit allez les amoureux, allez au restaurant, dépensez un peu, allez à l'hôtel, vous faites des trucs un peu amusants et refêtez votre amour, revitalisez votre amour. Eh bien, l'amour, c'est un sentiment. On est bien d'accord avec ça? Amour, sentiment. Et ce sentiment est soutenu par une émotion qui est le désir. Évidemment, je veux aller vers ma belle, je veux aller vers mon beau, eh ben, il me plaît, j'ai du désir, donc je veux aller vers, courir vers. Et ce désir est soutenu par la pulsion de vie. Et la pulsion de vie, c'est la pulsion sexuelle que l'on fait au printemps, la montée de la sève. Voilà, donc le lien de base, c'est la pulsion de vie, qui devient pulsion sexuelle, qui devient émotion, désir, et qui nous emmène dans amour, le sentiment. Ok, c'est simple hein, comme cheminement. Vous voyez de là où on vient, la continuité. Et ça va? Aucune question pour l'instant? C'est clair, hein? Bien. Allons un peu plus loin. L'amour, pour moi, c'est un état modifié de conscience. Je suppose que vous êtes d'accord, que vous allez dans ce sens-là, parce qu'on dit aussi l'amour rend aveugle. Donc, quand on est amoureux de quelqu'un, on est tellement dans un état autre et différent, état modifié de conscience, que la raison n'y accède plus tout à fait. Quand on est fasciné, passionné par quelqu'un, attiré, séduit, eh bien, la raison, le logico-mathématique, n'est plus tout à fait dans le coin. Donc, alors moi je me suis dit, tiens, le fait de dire que l'amour est un état modifié de conscience, ça me rappelle un peu Stanislas Grof. Qui lève la main, qui connaît Stanislas Grof, qui peut en dire deux mots? Non. Oh. Et alors? Et notre amie la psychologue, là, elle dit pas non? Et alors? Eh bien, Stanislas Grof, un homme fort important, si je peux me permettre,
Parce que cet homme-là a été exploré, c'est un psychiatre qui a été exploré certains produits psychotropiques forts et intenses dans la psychiatrie. Et il a exploré les états modifiés de conscience au niveau pathologique, mais au niveau simplement de qu'est-ce qu'un état modifié de conscience. Et j'ai envie de vous poser la question. Alors, donnez-moi, écrivez-moi dans le chat les états modifiés de conscience que vous connaissez. Je viens de vous parler de l'amour, bien sûr. Il y en a bien d'autres. Alors, utilisez le chat et écrivez-moi, s'il vous plaît, les états modifiés de conscience que vous connaissez. Donc, ceux où on n'est plus dans les ondes bêta, c'est-à-dire l'onde de la veille, où je vous regarde, je vous parle, nous sommes en train d'interagir. Alors, méditation, hypnose, oui, Patricia, certainement. Quoi d'autre? Orgasme. Je suis fort prude, alors je ne sais pas si je peux parler de ces choses-là. Oui, l'orgasme en fait partie. Super. La transe, oui, toutes sortes de transes. La transe de la danse ou la transe chamanique, certainement. Les drogues, oui, bien sûr. Drogues, est au pluriel. Le sommeil, certainement. Vous en donnez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très, très, très bien. Alors, fouillez un petit peu. Les états modifiés de conscience. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oh, vous êtes déjà en panne. Ah ben ça alors. L'ébriété légère. Oui, Francine. Même l'ébriété avancée. Hein. Bravo. Rêve initiatique. Oui, et comment réalises-tu les rêves initiatiques? Attends, je vais t'ouvrir le micro, Dominique, et tu vas me dire ça. À nous tous. Bonsoir, Dominique. Bonsoir tout le monde. Moi j'ai connu cet état de rêve initiatique en faisant un stage avec un chaman amérindien. Où en pratiquant, c'était la danse des 4 directions. Donc, basé, je dirais, mouvement basé plus sur le tai chi ou le qigong. Et c'est comme se connecter aux directions, le nord, le sud, l'est ou l'ouest. À un moment donné, j'ai fait des rêves, que je dirais rêves ou mes quêtes initiatiques, où à un moment donné, j'ai fait des rêves, mais dont je me rappelle encore. Et ça remonte pourtant à, je dirais, au bien 7 ou 8 ou 9 ans, je me rappelle plus exactement, mais c'est des rêves qui m'ont marqué. Et à ce moment-là, j'étais complètement dans un état de conscience modifié. Oui. Super, merci. Voilà, merci. Alors, ivresse de profondeur en plongée sous-marine, exactement, on est bien d'accord. Oui, eh ben, je ne l'avais pas trouvée celle-là. Ben, merci Patricia. Alors ensuite, la terreur et l'effroi. Oui, comment dire, les affections émotionnelles, bien sûr, sont à forte dose, sous forme de choc. À ce moment-là, évidemment, on est dans un état modifié de conscience parce qu'on sait bien aujourd'hui, en plus, qu'en état de choc, on a une scission neurologique. Imaginez-vous le truc, scission neurologique, oh, c'est dangereux. Eh bien, en fait, vous savez qu'on a le corps calleux, hein, la substance blanche entre les deux cerveaux, hein, le cerveau gauche et le cerveau droit. Eh bien, en état de choc, en état de surprise et de choc qui verse vers le trauma, à ce moment-là, on a 40% d'électricité en moins qui circule entre les deux hémisphères. On a réellement une scission des deux hémisphères et on fonctionne en homolatéral. Donc, ça, c'est le choc psychologique. C'est pour ça que les enfants, en état de mal-être intérieur, apprennent beaucoup moins bien à l'école parce qu'ils n'ont pas les deux hémisphères en complète connexion, en tout cas dans l'optimum. L'extrême effort en dépassant ses limites, le coma, eh ben voilà, super, voilà toutes des bonnes réponses. Moi, j'avais les états sentimentaux, les pertes affectives, les chocs émotionnels comme vous, la médiumnité, hein, les personnes qui font du channeling, la NDE, exactement, on avait la NDE aussi. Je me suis permis, moi, de mettre l'état de grossesse. Parce qu'on dit que dans l'état de grossesse, une femme a son inconscient à livre ouvert. Et elle peut avoir de toutes sortes d'états émotionnels
étrange, comme l'histoire des fraises en plein milieu de la nuit, quoi. Voilà. Donc, je me permets, est-ce que vous êtes d'accord de mettre l'état de grossesse en état modifié de conscience ou je vais trop loin dans mon exemple? Ça va pour vous? Non? Ah, je vois un nom. Brigitte, j'arrive. Je te donne la main. Voilà, dis-moi, Brigitte. Oh, j'irai pas jusque-là quand même. C'est peut-être pas. Ça dure longtemps quand même une grossesse. Alors si on est pendant 9 mois en état de conscience modifié, c'est un peu. C'est pas trop adapté. Enfin, moi je trouve, hein. C'est un peu trop, moi je trouve. Ok. Moi, je me permets de dire ça parce que, en termes de le changement des hormones dans le sang, et quand les hormones dans le sang sont différentes, on a des états différents. Donc, même si c'est long, je me permets de donner cet exemple, mais bon, je ne vais pas. Oui, est-ce que tu penses qu'on peut dire que la conscience est à ce point modifiée? C'est ça. Certes, c'est un état extraordinaire, exceptionnel, dans le sens ça dure un certain temps, mais c'est pas pour autant que la conscience. Enfin, j'en sais rien. Voilà, c'est un exemple que je donne. Donc, on peut discuter sur lui, bien sûr. Hein, Ouais. Alors, oui, mais tous les mois, nous avons ça, nous les femmes. Ah oui, Oui, on peut modifier de conscience pendant les menstrues, les règles, bien sûr. Ah ben oui, puisqu'on parle du syndrome prémenstruel, l'ovulation. des émotions qui sont plus fortes à ce moment-là ou une sensibilité plus forte. Donc, on s'aperçoit que quand on veut se permettre de parler des états modifiés de conscience, eh bien, il y en a beaucoup déjà, et certains seront signifiants comme pour moi, par exemple, et ne seront pas signifiants pour d'autres. Donc, il y a de matière à faire hein, quand on parle d'état modifié de conscience. Et merci pour ta remarque, hein, Brigitte. Comme ça, on discute et on élabore. C'est ce qu'on aime ici. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Moi, j'ai mis les flashs intuitifs. Parce que parfois, moi, je me sens dans un état où quelque chose est en train de flotter, certainement. Et puis après, j'ai un flash et je me dis, oh, ah oui, ah, il y a ça. Donc pour moi, je me sens dans quelque chose comme si j'étais en onde alpha, un peu comme ça, pas en hypnose, en transe, mais un peu entre deux eaux. Je suis pas tout à fait conscient de ce qui se passe. Et hop, le ventre affamé et le manque de tabac. Oh, ah ouais, carrément. Ok. Je vais mettre manque de tabac avec drogue au pluriel. Et, et alors voilà, moi je mettrai les flashs intuitifs là-dedans et la créativité. Alors Stanislas Grof met la créativité dans les états modifiés de conscience, il met l'interprétation artistique, imaginez-vous, les expériences mystiques, l'état érotique, et ainsi, et voilà. Donc comme ça, on a tout nommé, plus ce que vous venez de nommer, bien on a donné une sacrée brochette de états modifiés de conscience. Alors, c'est un petit saupoudrage que je vous propose ici avec ce questionnement parce que dans le programme, autour du 18 avril, donc le mardi 18 avril de notre webinaire, on aura une jeune femme qui viendra nous parler de la mindfulness, de cet état modifié de conscience qu'on appelle la pleine conscience aujourd'hui. Et elle viendra nous donner un webinaire complet sur l'état modifié de conscience qui s'appelle mindfulness. Ça m'intéresse beaucoup parce que, évidemment, le programme s'appelle Un saut d'espèce en pleine conscience. Et j'ai beaucoup apprécié sa conférence à cette jeune femme parce qu'elle fait des liens entre la mindfulness et les autres méditations qui existent aujourd'hui. Et donc, ça va nous parler à nous en termes d'état modifié de conscience. Donc, on fait déjà un petit lien pour le 18 avril. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant vous proposer 3 minutes d'image vidéo. Et puis, on va arrêter les 3 minutes et on va discuter de cette première forme d'amour. On y va. Bonjour et bienvenue. L'amour ou les amours?
À vos amours, disaient les anciens. Mais parlait-il des différentes relations amoureuses que l'on a sur une vie, ou parlait-il réellement de différentes formes d'amour? À la suite de l'émotion, désir, nous pouvons aborder maintenant le sentiment amour et les sentiments des amours. Parce que oui, dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes formes d'amour. Nous allons aborder, puisque nous sommes en Grèce, Narcisse, Eros, Philae et Agapé. Oui, les intuitifs ont un sérieux problème avec l'amour parce qu'ils le ressentent tellement fort à l'intérieur d'eux et ça les déchire parce que bien souvent, ils ne savent pas exprimer correctement leurs différentes formes d'amour. Et bien souvent, ils sont noyés dans un maelstrom où toutes les formes d'amour se sont mélangées. Narcisse. Narcisse, c'est le gars qui vivait à côté d'un étang et il était tellement amoureux de son image qu'il est tombé dans l'eau et qu'il s'en est noyé. Narcisse nous raconte l'histoire, en fait, de narcissisme primaire, de l'identité, de ce qui fonde notre être et notre identité. Mais le petit souci de l'histoire de Narcisse, c'est que si on ne laisse pas assez de place à l'autre, à ce moment-là, notre amour narcissique nous étouffe d'une manière mortelle. Et cet amour est clairement destructeur. Parce que l'on ramène tout à soi dans un acte d'égoïsme, à tel point que l'on fait souffrir les autres autour de soi, et comme un boomerang que l'on lance, il nous revient et nous tue. Et oui, l'amour narcissique mal géré est un égoïsme qui nous tue. Et voilà. Mais il nous faut bien un fondement. Donc, il faut arriver à bien nourrir ce narcissisme primaire, ce qui nous donne une identité forte et stable. Faisons un lien maintenant avec la forme de l'intelligence psychologique, intrapersonnelle, amour. Et oui, il y a un lien entre l'émotion et la forme de l'intelligence. Alors, on va lui couper le sifflet, celui-là, un petit peu. Première partie. Aviez-vous déjà pensé à cette forme d'amour, le narcissisme? Parce que le mot narcissisme dans notre société, hein, on parle des pervers narcissiques, alors le mot est devenu évidemment très mal connoté. Mais l'amour narcissique, c'est le premier, c'est l'amour de moi à moi. J'ai envie de le développer avec 3 qualificatifs, cet amour narcissique. Quels pourraient être les piliers de cet amour narcissique? 3 piliers. Dites-moi. À votre chat, dites-moi les piliers de l'amour narcissique. 3. La beauté. Peut-être l'intelligence. Je vais poser ma question alors à estime de soi avec un peu plus de détails. Qu'est-ce qui fait que mon narcissisme à l'âge adulte, on va parler de l'âge adulte, hein, là où nous en sommes, quels sont les 3 piliers que je dois travailler pour que mon narcissisme à l'âge adulte soit nourrissant et satisfaisant, comme on le dit dans la vidéo? La beauté, l'intelligence et l'estime de soi en font partie. J'avais pensé à respect. C'est mon premier. Ouais, bravo. Le premier, c'était le respect, effectivement. Eh bien, le respect. Parce que on va élaborer sur le respect. Moi, je me suis permis d'éduquer mes enfants avec mon corps, c'est mon corps. Et c'est le respect élémentaire de base qu'on peut offrir à nos enfants. Mon corps, c'est mon corps. C'est le respect. La mise à distance sécurisante entre les choses du monde et moi. Je le tiens au respect.
Hein. Vous savez, il y a une expression, hein, quand on a une arme, on dit « je te tiens en respect », c'est-à-dire tu es à suffisamment bonne distance. Bon, moi, dans mon métier de psychologue, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, j'ai vu les violences physiques, le résultat des violences physiques sur les gens, bien sûr. Et puis, j'ai vu le résultat des violences psychiques, qui étaient d'abord à l'extérieur de l'adulte qui les fait porter à l'enfant, et puis l'enfant, il les introjette, il les apprend, hein, ça rentre en lui, il fait, parce que si on ne l'a pas respecté, il se dit, ok, moi je suis une créature qu'on ne doit pas respecter, alors il introjecte cela, comme on dit, il l'apprend, il s'éduque à ce que ses parents lui donnent comme éducation, et il s'éduque à ce qu'il n'est pas aimable, et donc, il enregistre qu'il peut être violent les autres avec lui, et donc de lui à lui, il devient violent. Et donc, il se fait violence, ou par la suite, à l'âge adulte, il propose à l'autre que l'autre soit violent avec lui. Ben, ça, c'est l'éducation de cette, d'abord, violence physique et puis violence psychique. Et cette violence, on va l'amener aussi à la violence de l'alimentation et des drogues, hein, parce que quand on mange trop ou quand on se drogue, ben, on fait du mal à son corps. Continuons là-dessus, hein, c'est un manque de respect que l'on fait à soi. Et le manque de respect, c'est aussi, que l'on a vis-à-vis de soi, hein, c'est de ne pas recevoir suffisamment d'amour, de tendresse et de douceur. Moi, je me permets de vous dire que quand vous vous placez dans une situation où vous ne recevez pas suffisamment d'amour, de douceur et de tendresse, vous vous manquez de respect à vous-même. C'est terrible hein, de dire ça, hein, c'est un peu culpabilisant. Hein. Eh bien, je me permets de dire ça pour rendre la responsabilité de « je veux qu'on soit tendre avec moi ». Ben alors, je vais faire ce qu'il faut pour aller vers la tendresse. Oh, je vois Patricia qui fait des… Tu veux dire quelque chose ou ça va? Oui, tendre, c'est ça. Eh bien, donc, je m'octroie suffisamment d'amour à ce moment-là. Est-ce que je mets mon corps, ma créature, dans un environnement positif? Ou est-ce que je reste dans un environnement dépressif? Eh bien, moi, je me permets de dire que si je veux évoluer et changer ma vie, je dois faire attention à ces composantes-là, parce qu'à partir d'un certain moment, je ne peux plus dire à l'autre « tu me manques de respect, tu m'empêches de bouger. C'est à cause de toi que je suis immobile. » Parce qu'en fin de compte, je ne peux plus tout le temps jeter à la tête de l'autre que c'est à cause de lui que je suis immobile. Donc, si je veux bouger et me respecter, ben, je dois commencer, moi, à changer le milieu dans lequel je suis, soit en transformant mon milieu, soit en changeant de milieu, soit en apportant des éléments nouveaux, pour quitter le monde soit dépressif, soit stressant. Voilà, ce que moi, je me permets d'appeler respect. Et se respecter, même si ça doit déplaire au monde extérieur. Ça, c'est un truc super difficile pour nous, les Belges en Belgique, parce que nous, en Belgique, on est éduqués pour plaire surtout au monde extérieur et après à nous. D'ailleurs, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est moi. Ils ne passent leur vie qu'à être dans le plaisir de l'autre. Voilà, là, on ne se respecte pas. Est-ce que vous estimez, dites-moi un petit peu, que le respect fait partie d'un des piliers du narcissisme, comme je suis en train de le dire, ou j'exagère et d'après vous, bon, c'est pas trop ça. Dites-moi un petit peu par le chat, si vous voulez bien, que pensez-vous de respect? Ça va pour vous? On dirait oui. Ok, voilà, donc c'est un premier point par rapport au narcissisme, ce mot qui est tellement mal connoté, hein, qui est devenu presque une insulte. « Oh, t'es un pervers narcissique !» Ou alors que nous entendons hein, dans nos consultations bien souvent « Mon mari est un pervers narcissique, monsieur. Il ne pense qu'à sa bite. Il ne me voit que comme un trou à baiser. » Bon, voilà. Excusez-moi, Brigitte sera plus subtile. Hein. Moi, je suis un mec, alors un peu rustre. Hein. Et comme je suis tout jeune, je suis fougueux. Bon, voilà. Donc, ce pervers narcissique est tout le temps mis à coller au mot pervers narcissique. Alors, quand on parle de pervers, en général, c'est quelqu'un qui a de la sexualité dévoyée.
Sinon, ce n'est pas un pervers. Et narcissique, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur lui, sur lui, sur lui. Oui, l'égoïsme, altruisme, ok, d'accord. Je ne comprends pas très bien ce que tu as écrit, Brigitte. Je vais te donner la main pour que tu nous dises. J'arrive. Voilà, qu'est-ce que tu entends par là? Dis-moi. Eh bien, est-ce que vous avez déjà vu dans les avions les consignes de sécurité avec les masques à oxygène? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on dit quand il y a des enfants? Comment doit-on réagir quand il y a des enfants? Eh bien, en fait, spontanément, on a peut-être envie de se dire qu'on va d'abord mettre le masque à oxygène à l'enfant et puis que l'adulte va le mettre. Et en fait, dans les consignes de sécurité, c'est l'inverse. Parce que c'est d'abord prendre soin de soi pour mieux s'occuper de l'autre, pour mieux s'occuper de l'enfant. Et donc, il faut d'abord mettre le masque en premier, ce qui peut paraître égoïste. Et en même temps, c'est altruiste parce que le but de ça, c'est de s'occuper de l'autre. Et c'est en réponse à ce que tu disais, d'être capable de distinguer ses propres besoins et ses propres émotions par rapport à celles de l'autre. Et surtout, qu'on est responsable de soi et pas responsable des émotions de l'autre. Voilà, c'était ça l'idée. Merci. Chacun ses propres émotions. Merci. Super. Alors, un pervers, c'est pas celui qui aime faire mal. Le pervers, c'est celui qui va pomper dans le monde extérieur, c'est-à-dire les autres, en général ses noyaux proches de sa famille, ou s'il a un poste supérieur dans la société, tous ses subalternes, ce qu'on appelle N-1. C'est quelqu'un qui va pomper tellement fort chez les autres que peu importe ce qui se passe chez les autres. Donc il va de toute façon faire du mal aux autres dans sa manière d'être. Donc oui, en définitive, c'est quelqu'un qui fait du mal. Alors il va se défendre en disant qu'il ne le fait pas exprès, parce qu'alors on parle de sadique. Le sadique, c'est celui qui jouit de faire du mal à l'autre. Ça, c'est l'autre fonction. D'abord mettre son masque à soi, oui, Nathalie. Voilà, ok. C'est lié à la sexualité, oui. Dans ce que moi, on m'a appris en tant que psychologue, eh bien, le pervers, c'est lié à la sexualité. Ça chipote toujours de près ou de loin à la sexualité ou aux organes et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui est quand même très manipulateur, mais manipulateur du concret. Et ça fait souffrir toujours. C'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de sympathique, c'est quelque chose qui doit évoluer. Un pervers doit évoluer, sinon il reste scotché. Ok. Alors, revenons maintenant à ce narcissisme, cette première forme d'amour, de moi à moi, 1 plus 1 égale l'unité. C'est pour signifier. Maintenant, donnez-moi 2 autres termes. J'ai 2 autres fonctions qui, pour moi, soutiennent le narcissisme. Vous avez très bien trouvé le premier. La sécurité. S'accepter comme on est. Alors, sécurité, s'accepter comme on est. Ouais, s'accepter comme on est, s'aimer. Oui, c'est la réponse. Alors, Nathalie a écrit s'accepter comme on est. Ça correspond à la réponse que j'avais trouvée. Moi, je vous parle de s'accepter comme on est, c'est lâcher prise. Si je m'accepte comme je suis, je vais cesser de faire toutes sortes d'efforts et je vais lâcher prise d'une certaine manière. Ou tu acceptes la créature que je suis, ou sinon tu vas sur un site de rencontre et tu te casses et tu te barres. Hein? Lâcher prise. Ça veut dire que je ne vais plus me transformer, me couper en 10 000 et en 14 pour être exactement ce que tu veux que je sois. Donc, le lâcher prise, en fait, c'est d'abord dans le corps. C'est pour ça que je me permets de le mettre au niveau du narcissisme. C'est de moi à moi, je me permets à lâcher prise. Donc, mon corps va devoir s'apaiser, se calmer, s'amadouer, évidemment être tendre avec lui. Et dans lâcher prise, moi j'ai plutôt le moment méditatif. Quand je lâche prise, je m'installe devant la situation et je laisse flotter. Donc je lâche prise. Je me mets en état d'acceptation.
À ce moment-là, mon corps n'est plus en état de stress. Il est en état proche de la méditation. Comme si j'étais des ondes bêta en ondes alpha. Donc j'utilise les termes. Hein. Vous savez que dans la veille, on est en ondes bêta. Ils ont trouvé ça. Ils ont donné un nom sur ces ondes, c'est les ondes bêta. Quand on est en état d'apaisement, de calme, méditation, presque hypnose, on va vers les ondes alpha, bêta, alpha. Quand on descend en transe, on a les delta et les gamma. Et donc, il y a le sommeil profond gamma et les delta. Bêta, alpha, delta, gamma. Gamma, bêta, delta, gamma. Et donc, ce sont des noms qui montrent, en fait, comme ça, ils disent que les bêtas, c'est la conscience éveillée, et toutes les autres, c'est les états modifiés de conscience. En gros, c'est comme ça qu'on les classe. Eh bien, le lâcher-prise est un état de méditation et d'acceptation. Donc, je ne suis plus en train de lutter au nom de bêta dans ma tête, je suis en train d'accueillir. Et donc, mon corps va s'aligner, mon psychisme va se réaligner. Et c'est un état où je vais dire, oui, j'accepte, oui, j'accueille. Alors, les gens disent, ouais, mais c'est pas facile d'être dans cet état-là. Ben, en fait, cet état-là, nous le connaissons, hein, bien sûr, avec les trans, avec les états de relaxation, de méditation, de sophrologie, les états de bien-être, les états du soi. On parlera un peu plus tard du soi, mais ce soi, il est défini par des états très physiques, très caractéristiques dans le corps. Peut-être pour toucher cet état, on va se mettre dans un état de bien-être. Donc, installez-vous confortablement, on va se permettre un petit état posé de méditation guidée de quelques minutes. D'accord? On va faire un petit exercice. Alors, je m'installe dans un état de bien-être, je me mets bien dans mon fauteuil, sur ma chaise. Aujourd'hui, on ne va pas faire une transe comme les précédentes, celle que je vous ai déjà proposée. On va faire une transe un peu différente, qui s'appelle d'ailleurs une méditation guidée. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre la main sur le cœur ou même deux mains sur le cœur. Voilà, je vous montre ce que je fais. Et en mettant mes mains sur le cœur, je suis clairement en contact avec mon cœur, avec cette partie de moi-même que l'on désigne dans l'amour. Eh bien, je veux aller dans mon cœur, je veux aller l'explorer. Alors je suis bien assis sur ma chaise, bien confortablement installé. Évidemment, je vais prendre conscience de mon corps, de sa position et de mon inspiration avec cet air qui entre en moi, qui gonfle mes poumons. Et cette fois, j'ai mes mains sur ma poitrine, sur mon cœur. Alors, je peux aussi sentir le soulèvement de mes vêtements, le soulèvement de mes mains. Et j'accueille cet état de moi-même. Je rentre à l'intérieur de moi. J'inspire de bon air lumineux pour que de la lumière entre en moi. Et lorsque j'inspire aujourd'hui, j'inspire avec de la belle lumière, chaude et réconfortante. Je me permets d'en laisser entrer cette lumière qui vient inonder tous mes poumons, tout l'espace de mes poumons. Et de mon cœur. Je laisse entrer en moi cet air lumineux qui vient nourrir mon cœur. Et je peux maintenant
même inspirer directement à travers de mon cœur. L'air lumineux entre par mes deux mains sur mon cœur et vient nourrir immédiatement mon cœur. Et cela me fait baigner dans cet air lumineux. Chaud, comme un cocon de lumière qui m'enveloppe et qui me réchauffe, me rassure. Et je sens que mon cœur prend de l'ampleur. Il adore cette nourriture, le bien-être, la sécurité. Et à chaque inspire, je peux proposer un peu plus d'espace dans ma poitrine. À chaque inspire, mon cœur gonfle un peu plus nourri par cet air lumineux rempli de lumière chaude, et forte et nourrissante. Et cette lumière vient me nourrir. Elle gonfle, elle prend de la place, elle me déborde. Et j'adore cette lumière qui plonge à mon cœur, qui fait gonfler mon cœur. Il devient spacieux, grand, large. Et d'ailleurs, il devient tellement large que nous sommes dans une réunion tous ensemble et nous nous permettons de faire déborder cet amour de notre cœur, cette lumière chaude et réconfortante, dans toute notre communauté. Et oui, cette lumière nous fait gonfler le cœur, nous déborde, nous inonde, nous fait baigner, et nous nous permettons de la faire partager. Je me mets dans l'intention que cette énergie, ce cœur, cet amour, puisse me déborder, me dépasser et rejoindre ma communauté. Je me permets de me mettre en contact narcissique, amoureux, avec les autres, avec nous. Je peux me permettre d'envoyer de l'amour à mon allié, à mon clan, à ma communauté personnelle Gaïa. Et je peux même me permettre de faire déborder cet amour de notre communauté. Si j'aime l'amour inconditionnel, j'aime toutes choses, j'aime les animaux, j'aime les plantes, j'aime la planète, j'aime tout ce qui existe. Alors, cet amour de mon cœur peut prendre tellement d'ampleur que je peux me permettre de rejoindre l'amour de la planète et de tous ceux qui vivent sur cette planète. C'est de l'amour. Et je peux me permettre dans une inspiration et une expiration d'envoyer cet amour dans tout le système solaire. Loin, loin, loin de la Terre, en prenant toutes les planètes, soleil, les comètes, les astéroïdes et tout ce qui existe dans le système solaire. Je vais me permettre de prendre autant de place et d'ampleur, d'espace que celui-là.
Et si vous êtes un petit peu téméraire, si vous aimez l'aventure, l'extraordinaire, l'expérimental, alors on va gonfler notre cœur dans l'inspire et dans l'expire, en envoyant notre amour sur l'ensemble de la galaxie dans laquelle nous sommes. La Voie lactée. Et lorsque j'ai touché cet espace gigantesque, je peux me permettre de revenir dans mon cœur, dans mon narcisse à moi, dans mon amour narcissique à moi. Et je peux me permettre de revenir dans la pièce où je suis. Je peux me permettre de réouvrir les yeux, de bouger un petit peu, d'étendre les bras, de bouger les pieds, de bouger les mains. Et je reviens ici et maintenant dans ma pièce, avec le webinaire, avec les autres, devant l'écran. Ah! Alors, est-ce que je vois tout le monde bien bouger? Séverine, est-ce que tu bouges? Ah oui, tu es là. Ok. Voilà. Voilà comment se permettre un lâcher-prise. Moi, je vous permets de le faire dans ce sens-là. Je vous propose de le faire dans ce sens-là, avec cette méditation guidée, où vous voyez lorsque j'inspire de l'air lumineux, et que cela vient dans mon cœur pour moi, pour les autres, pour la planète, pour la galaxie. À ce moment-là, vous comprenez qu'on ne peut plus gérer avec la tête, avec le mental. Évidemment, même la planète, qui pourrait aimer la planète, c'est gigantesque. Alors, on est obligé de passer à une autre forme de contact avec soi et avec les autres. Donc, on est obligé de lâcher prise avec le mental. Parce que si on reste à garder le mental actif, dès qu'on parle de étendre son amour aux autres, on veut maîtriser. Et à ce moment-là, on reste coincé, on réfléchit. On se dit non, moi j'aime pas son exercice. Oh, c'est pas bien. Quoi? L'amour à tout le monde? Oh non, non, ça m'intéresse pas. Vous voyez? À ce moment-là, vous pouvez vous checker vous-même si vos pensées, votre mental, peut-être vos ruminations viennent bloquer le mouvement d'amour qui entre et qui s'épand. Qui entre et qui s'épand. Voilà comment je vous propose d'inspecter votre propre lâcher-prise intérieur. Quand vous êtes dans un exercice, vous l'accueillez et vous le vivez, ou alors le mental vient et tente de le contrôler. Ça va comme baromètre intérieur? Ça va pour vous? Ok? Chouette. Ah, Nathalie, j'arrive. Vas-y. Je voulais juste vous dire merci et je vous quitte encore ce soir un peu prématurément. C'est la fête des amoureux. Je vais aller danser avec le mien. Génial. À tout bientôt. À bientôt. Merci Alain. Au revoir. Au revoir. Super. Alors, eh bien, le troisième élément du narcissisme, chers amis, on a dit le respect, on a dit le lâcher prise. Troisième élément, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vois Laurence qui cogite, elle cherche. Alors, il n'est pas facile celui-là. J'ai déjà donné une petite piste avec le fait que le mental vient et noyau tes ceintures, veut rester toujours dans la même forme et ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, Thérèse va nous donner une réponse. S'améliorer, dit Patricia. Oui, s'améliorer est possible parce que
on se permet justement l'action. L'ouverture est possible parce qu'on se permet justement, oui, ah, c'est presque ça, c'est presque ça. Allez, c'est sur le bout de la langue. Je vais vous mettre des images. Attendez une petite seconde. Et avec ces images, vous allez voir de quoi je vous parle. Bonjour, je vous accueille pour cette nouvelle capsule psychique du Népal, saison 2, du monastère de Pematsal, Sakya Institute, à Pokhara. Nous allons réaliser un exercice difficile. Cessez de toujours vouloir avoir raison. Et oui, le problème avec nous les humains, c'est que nous voulons toujours avoir raison. Parce que lorsque nous n'avons pas raison, nous croyons que nous sommes obligés de nous soumettre. Et nous, évidemment, nous détestons la soumission, bien sûr. Alors, il faut nettoyer cette croyance inutile, délétère pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous voulons toujours avoir raison, nous restons dans un état de stress. La focalisation mentale est au stress. Parce qu'évidemment, l'autre en face de moi veut aussi avoir raison. Alors, cela mène à des conflits inutiles. Alors, vouloir toujours avoir raison est une des maladies de notre culture blanche occidentale, parce que nous avons développé l'individualisme. Nous nous sommes quelque peu fourvoyés sur le chemin de l'individuation, c'est-à-dire le chemin qui nous mène à nous-mêmes, dans l'entièreté de nous-mêmes, avec un travail d'harmonisation. Notre société a divergé et est partie vers l'individualisme. Et donc, dans l'individualisme, j'ai toujours raison et tu as toujours tort. Et mon travail est toujours de te convaincre que tu as tort et que j'ai raison. Vous imaginez le poids? Vous imaginez le stress, la tension intérieure face à cela? C'est beaucoup trop difficile à tenir sur le long terme. Voilà une des causes qui nous ruine la santé. Par exemple, si je vous disais que cette montagne-là, juste à côté de ma tête, s'appelle The Fishtail, dans la traduction anglaise. Machu Picchu pour les Népalis. Mais tout le monde l'appelle Fishtail ici. Mais pourtant, c'est une pointe. Ça n'a pas l'air d'être une queue de poisson. Fishtail signifie queue de poisson. Où est la double arête de la queue de poisson?
Alors vous me direz, mais non, cette montagne ne s'appelle pas Fishtail, elle s'appelle Peak. Eh bien, si vous changez de point de vue, si vous cheminez quelques kilomètres dans ce sens ou dans l'autre sens, vous commencez à faire le tour de la montagne. J'ai participé à un trek au sud Annapurna, et quand on est en dessous du sud Annapurna, qui est un sommet, un himal, eh bien, on peut observer clairement les deux branches de la queue du poisson. Si, de ce point de vue, je voulais toujours avoir raison, eh bien, j'aurais tort. Donc, avant de massacrer votre voisin, votre conjoint ou votre ami, parce que vous avez raison et qu'il a tort, peut-être que vous pourriez prendre son point de vue à lui et vous dire, tiens, à sa place, qu'est-ce que je pourrais penser? Qu'est-ce qu'il pense de... Et se mettre à la place de l'autre est fortement intéressant. C'est d'ailleurs une des grandes qualités du métier de psychologue clinicien lorsqu'il pratique la psychothérapie. Je vous invite donc à cet exercice très difficile d'empathie et de sympathie. Je vous invite à éplucher ces deux mots de vocabulaire au dictionnaire, à les incorporer et à les tester dans votre réalité. Je crois qu'il a tout dit, hein, petit bonhomme. Voilà. Donc, le fait de pouvoir changer de point de vue est juste extrêmement important pour décoller au niveau narcissique. Sinon, on reste figé. J'ai raison et tu as tort. Et on se dispute et on n'arrête pas de se disputer avec tout le monde, notre conjoint, soi-même, même, les autres en groupe et la collectivité. Parce que j'ai raison et vous avez tort. Donc, au niveau narcissique, le fait de pouvoir laisser filtrer, passer l'énergie en nous, le fait de pouvoir nous harmoniser avec les autres, doit-on avoir un point de vue? Doit-on avoir un point de vue? Séverine, je vais te donner la main, je ne comprends pas, j'arrive. Voilà, dis-moi, Séverine. Quand on a un point de vue, quel qu'il soit, c'est quelque chose de posé, d'arrêté d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'on ne peut pas simplement se dire, ok, c'est un point de vue intéressant, mais justement, il y en a plein d'autres, et donc ne pas spécialement s'arrêter sur un point de vue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est toujours laisser l'ouverture à autre chose. Donc, j'ai ce point de vue-là, ok, mais je ne reste pas dessus. Je reste avec l'ouverture qu'il peut y en avoir tout un tas d'autres et que quand j'en trouve un autre, il peut encore y en avoir d'autres. Tu comprends? Alors, le problème là, je crois que je peux répondre, il me semble. Alors, le problème est l'identification. Lorsque je m'identifie à quelque chose, en général, mon ego va faire en sorte que je vais protéger cette chose. Donc, ils ont fait des études. Hein. Les gens en voiture sont aussi agressifs et violents si ils ont une voiture avec laquelle ils mettent Standard et Anderlecht sur le côté, donc ou le Benfica de Zagreb ou de ce que vous voulez, ou le FC Milan, voilà. Si je m'identifie à un club de foot et que je le mets sur ma voiture, quelqu'un va venir toucher ma voiture, je serai hyper agressif. D'ailleurs, s'identifier à sa voiture rend les gens agressifs tout court. Eh bien, ils ont trouvé l'étude suivante, dans l'étude suivante. Si je mets I love Jesus sur ma voiture, quelqu'un va toucher ma voiture, je vais être agressif parce que je me serai identifié à I love Jesus. En fait, c'est le mécanisme d'identification qui fait que mon ego, à ce moment-là, est scotché à la matière à laquelle je suis identifié et mon ego fait le travail de protecteur, parce que c'est le travail de l'ego de protéger et de faire son boulot de ministre des Affaires extérieures. Eh bien, en fait, le problème, en fait, c'est que on devrait nous éduquer à l'identification. Et
pourra faire aussi un webinaire dans le futur si vous voulez, avec les différents modes d'identification qui existent, parce qu'il en existe plusieurs. Et donc, plus je m'identifie à quelque chose, plus je vais le protéger. Et d'ailleurs, je peux mourir pour ma famille parce que j'ai donné mon cœur à ma famille. Hein, bien sûr. Pourquoi d'habitude les hommes vont-ils mourir la fleur au fusil, hein, bande de cons? Ils vont faire la guerre, les imbéciles, par amour, pour protéger les leurs. C'est con quand même. Pourquoi? Parce qu'ils se sont identifiés à la mère patrie. Tu dois mourir pour les tiens. Et donc, c'est une identification au mien. Le problème est le mécanisme d'identification. Voilà. Je me permets de répondre comme ça. Est-ce que ça a du sens pour toi, Séverine, dans ce cadre-là? J'arrive. Voilà. Dis. Oui, non, je comprends très bien ce que tu dis, mais justement, ce serait de ne plus, de ne pas justement avoir d'identification aussi peut-être forte et de lâcher en disant, OK, c'est un point de vue, mais voilà, il y en a d'autres, donc c'est juste un point de vue intéressant en fait. Eh bien, c'est pour ça que dans toutes les développements personnels d'aujourd'hui, dans tous les cheminements spirituels, plutôt asiatiques, on travaille la désidentification. Mhm. Voilà, cette désidentification, c'est un processus qui existe dans l'EFT, dans les méditations, dans les prières, dans la sophrologie aussi, et ainsi de suite. Parce que nous savons qu'on est trop scotché à, alors on doit prendre un peu d'espace. C'est pour ça qu'avec un peu de méditation guidée, on se propose de faire un cœur spacieux. Parce que le psychisme, dès qu'il pense à espace, il se sent beaucoup mieux. Dès qu'il pense à restriction, castration, il n'aime pas trop. Il va ruer dans les brancards. Voilà. OK. C'est bon alors pour ces 3 termes importants pour l'amour narcissique, l'amour de soi à soi. 1 plus 1 égale l'unité. Si je veux m'unifier, eh bien, je dois faire attention au respect, autant physique que moral. Je dois faire attention à se lâcher prise. Et cela, je peux l'utiliser, je peux le faire grâce aux exercices de méditation, bien sûr. Et le fait de pouvoir changer de point de vue, ça veut dire que je réalise un travail d'identification sur moi-même. Si je me désidentifie, alors je peux facilement changer de point de vue. OK? Pour cet amour narcissique? Cool? OK. Plus personne ne veut rajouter là-dessus, alors on va passer au deuxième, à Eros. Et pour cela, on va retourner chez notre petit bonhomme. La deuxième forme d'amour, Eros. Et oui, c'est une forme d'amour différente parce que celle-ci va à la rencontre de l'autre. C'est un échange avec l'autre. Si je me suis suffisamment bien nourri narcissiquement, narcissisme primaire, mon identité est correcte, je vais aller à la rencontre des autres. Évidemment, en allant à la rencontre des autres, l'intimité va se générer. Le contact tactile, sensuel, sexuel, va commencer à me nourrir dans la relation avec l'autre. Et si cet Eros est suffisamment bien nourri, que va-t-il se passer? Je vais entrer en confiance de moi-même. Cette confiance de moi va me permettre de partir voyager et de découvrir le monde. Cet Eros est important et cet Eros possède un lien expressif au travers de la forme de l'intelligence tactile, au travers de la forme de l'intelligence sexuelle, sensuelle et corporelle, bien sûr. Si cet Eros n'est pas assez bien exprimé au travers de la rencontre avec l'autre, que va-t-il se passer? Ma fantasmatique va brûler toutes les étapes, va prendre la place et la muse va s'exprimer. Je vais être en quête d'une muse. Oui, la muse est importante parce que à ce moment-là, c'est l'archétype et l'expression de la forme d'intelligence fantasmatique qui va prendre la place de Eros. Troisième niveau de la forme de l'âme. Alors. Ça semble clair, hein, cet Eros.
Quand le narcissisme est suffisamment bien nourri, on décolle, on va à la rencontre du monde et dans le monde, il y a les autres. Et les autres, avec les autres, naît l'intimité et de cette intimité naît le plaisir proprioceptif de la peau et évidemment l'intimité sexuelle. Cool! Eh bien, si nous parlions de ces couples, je vais me permettre de prendre pour la suite les 10 secrets des couples heureux de Yvon Dallaire. Peut-être connaissez-vous déjà Yvon Dallaire, c'est un sexologue très connu qui vient régulièrement en Belgique aussi pour donner des formations. Alors, il a sorti depuis très très longtemps, parce que moi je connais Yvon Dallaire depuis à l'aise 20-25 ans. Cet homme-là est sur la place publique depuis très longtemps. Et il parlait des couples heureux. Alors, chers amis, d'après vous, quels sont les 10 secrets des couples heureux? Allez-y. Les 10 secrets des couples heureux. Qu'est-ce qui fait qu'un couple est heureux, d'après vous? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La complicité. Oui. Certainement. Laisser l'autre être comme il est. Oui. La séduction. Quoi d'autre, quoi d'autre? Que dites-vous? Le soin à l'autre. La surprise. Ah ah. Bien se disputer. Ah oui, c'est intéressant de bien se disputer. En tout cas, un échange vif et sincère. Oui, 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 oui. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait un secret des couples heureux? Dire son ressenti. Et oui, se concerter. Oui. Partager, certainement. La bienveillance. Ne pas se faire de reproches. Oui, Brigitte, tu le sais bien, hein? Le reproche, c'est ce qui tue la relation de couple, on est bien d'accord. La communication, évidemment, communiquer, on doit s'exprimer l'un avec l'autre, obligé. Ok, ok. Faire des choses en solo. S'accepter soi-même et accepter l'autre tel qu'il est. L'authenticité. Wouh! Ah ben voilà, en voilà plein des petits secrets. Garder son jardin secret. Ben justement, je viens de dire le mot secret. Oui, Séverine. Ok, ok, ben voilà, on en a plein là. Si nous allions voir ce que nous raconte ce cher Yvon, hein? Qu'est-ce qu'il dit Yvon? Il nous dit le partage du pouvoir. Ah, le partage du pouvoir. Ça me semble clair, hein? On vient d'une société où c'était soit l'un ou soit l'autre qui avait le pouvoir et l'autre était soumis, hein, souvenez-vous. Jusque dans les années 60, dans les mariages de notre société occidentale, les femmes devaient prêter soumission lors du mariage. Souvenez-vous de ça, hein? Eh bien, ma chère maman, dans les années 60, était fière, elle a refusé de prêter la soumission à son mari. Eh oui, papa n'a pas pu avoir la soumission de sa femme. Raté. Le partage du pouvoir. Ensuite, la juste distance. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé du respect, hein, de la juste distance. Eh bien voilà, la juste distance, si on l'a de soi à soi, on vient la retrouver dans le couple. Faire des compliments, Brigitte, oui, tu as raison. Une véritable amitié. Une véritable amitié, c'est quand les émotions sont clairement exprimées. Évidemment, les émotions ouvrantes, hein, on est bien d'accord. Parce que quand les émotions fermentes sont clairement exprimées, ben, on ne fait jamais que des critiques à l'autre. Et
Yvon Dallaire nous a dit que l'élément qui tue le plus le couple, c'est la critique. Vous voulez tuer votre couple? Facile, critiquer. Ça va pas durer longtemps. En tout cas, l'amour va vite mourir. Eh bien voilà, donc une véritable amitié, c'est de laisser s'exprimer les émotions ouvrantes et de vouloir évidemment aller parcourir le monde avec son conjoint. Comme Nathalie l'a fait tout à l'heure, elle va danser avec son amoureux. Youhou! Alors on peut l'imaginer danser avec son amoureux. Elle exprime son amitié, bien sûr. Le 4e secret pour Yvon Dallaire, c'est le désamorçage. C'est d'avoir de l'humour, c'est de faire de l'humour. Et quand on sent que l'autre part en couille, part dans la colère, part dans l'angoisse, part dans la peur, c'est de ne pas répondre sur le même niveau, bien sûr. En répondant autrement, avec forcément de l'humour, forcément de l'accueil, eh bien, on désamorce l'émotion fervente qui est en train de se générer. 5e secret, le réalisme. Eh bien oui, c'est que on peut rêver dans un couple et on doit rêver dans un couple, mais on doit quand même se faire des films réalistes. On doit aller à la quête réaliste parce que si on rêve trop loin, on veut aller beaucoup trop, on n'y arrive pas. À ce moment-là, les frustrations entrent dans notre système et notre couple s'effondre par alourdissement des frustrations parce que on rêvait beaucoup trop loin. Donc, on peut faire plein de trucs en couple, du moment que ce soit réaliste pour la dynamique du couple, bien sûr. Ça va pour vous tous, ce que je suis en train de vous dire? Ça semble cohérent, hein? Allez, je continue à partir de là. 2e partie, donc le 6e secret, un partenaire approprié. Eh bien, un partenaire approprié, c'est quelqu'un avec qui on a au moins 70% de commun, 70% de matière commune, une sorte d'âme sœur. On doit être dans une sorte d'âme sœur avec notre couple, dans les 70% au moins. Donc Yvon Dallaire avait créé même un test, il faisait passer ce test aux personnes en couple, et il osait dire comme ça, ok, avec le niveau de pourcentage que vous avez de points communs, de points non communs, on peut vous prédire un couple de longue durée ou un couple qui peut-être a un potentiel de s'arrêter relativement vite. Il y a 20 ans, quand je l'ai croisé en Belgique, il venait déjà, eh bien, il parlait de ce test-là. Eh bien, figurez-vous que je ne l'ai pas accepté. Il a dit son truc, et moi, en tant que jeune psychologue, je me suis dit, mais non, comment se permet-il? Avec son test, il va me dire si mon couple tient la route? Non, j'accepte pas. Eh bien, j'avais exprimé une peur de moi-même. Eh bien, je me protégeais parce que je refusais que quelqu'un d'extérieur vienne me dire si mon couple était potentiellement viable ou pas au long terme. Oh, voilà, mon couple a vécu quand même 20 ans. Je ne sais pas si c'était viable au long terme ou pas. Le mien a duré 20 ans. Alors, le 7e secret, c'est la confiance réciproque. Eh oui, la confiance réciproque, c'est d'avoir suffisamment d'intimité avec mon conjoint que pour que je dépose en lui une part de moi-même, que j'ai suffisamment confiance pour être dans un bonheur, une présence, un respect mutuel, quelque chose qui est admirable chez l'autre, quelque chose que j'ai envie d'échanger, d'être en accord. Eh bien, la confiance réciproque. Je sais que j'ai confiance en elle. Elle sait qu'elle peut avoir confiance en moi. 8e secret. L'acceptation des conflits, et vous l'avez dit dans les éléments du chat, évidemment. Oui, bien sûr, si je ne veux pas que mon couple bouge, alors il n'y aura pas de conflit. Mais s'il n'y a pas de conflit, mon couple est statique et immobile. Souvenez-vous, si mon couple est statique et immobile, alors à ce moment-là, j'ai forcément raison et tu as forcément tort. Je ne me remets plus en question. Donc le conflit, en fait, est juste un élément qui permet de remettre en question. Et évidemment, si quand je suis en conflit avec mon conjoint, je vais l'écraser, il n'y aura pas beaucoup d'élaboration du conflit possible. Donc, il faut laisser de la place à élaborer un conflit. Un conflit, c'est une matière qu'on met sur la table. Toi, tu es d'un côté, moi, je suis de l'autre. Et on peut discuter sur la matière qui est sur la table. Parce que si je gère mal ma colère, ma peur, mon angoisse, mon dégoût,
Alors, je vais m'identifier à ces émotions fermantes et je ne vais pas accepter que l'autre puisse élaborer, puisse exprimer. Parce que si je suis identifié à mon émotion, trop fortement identifié, alors je crois que c'est ça qui est vrai. À ce moment-là, le conflit va tourner en eau de boudin, comme on dit, va tourner au drame. Voilà, l'acceptation du conflit est important, même si ça fait peur dans le couple. Beaucoup de couples se rigidifient parce qu'ils n'osent pas aborder le conflit. Et d'ailleurs, dans nos professions à nous, psychologues, psychothérapeutes, qu'est-ce qu'on dit? Mais, madame ou monsieur, permettez-vous de mettre votre couple en conflit? Oh, mais on peut faire ça? Oui, bien sûr. Si vous le faites avec la main sur le cœur et que vous êtes respectueux de votre conjoint, bien sûr que vous pouvez mettre votre couple en conflit. Je parle de couple puisque nous sommes dans les amours aujourd'hui soir. 9e secret, l'acceptation des inégalités. Oui, il y a des différences dans les couples. Nous ne fonctionnons pas spécialement de la même manière. Si je veux être exactement comme l'autre ou que l'autre soit exactement comme moi, je vais entrer dans un tiraillement à l'intérieur de moi-même, et puis je vais tirailler à l'extérieur de moi-même. Mais tirailler va me mener à la critique, va me mener à la dissonance, au désaccord. Donc, je suis pas comme mon conjoint. Et je peux, là aussi, réaliser des exercices de désidentification de mon conjoint. Donc, voyez bien, il y a d'un côté, on nous dit un des secrets, c'est d'être à 70% avec des points communs et à échanger à 70% le même avec mon conjoint. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit? L'acceptation des inégalités. Donc, s'il y a 30%, il y a des inégalités. OK. Alors, à ce moment-là, on doit entrer dans l'accueil de ces inégalités. Et nous pourrons en reparler dans le futur avec des exercices de EFT à ce sujet-là. Vous verrez, on va parler des inégalités. Et Séverine avait raison pour le 10e secret, le jardin secret. Et évidemment que l'on doit garder en soi une part de soi-même, une part de culture et de richesse intérieure en soi. Évidemment, bien sûr. Tout à fait d'accord avec toi, Séverine. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit jeu que nous venons de faire, les 10 secrets? Oui? Vous en auriez un 11e à rajouter? Non, je crois que c'est correct. Si déjà on travaille sur ces 10 secrets dans notre couple, ça fait de la matière. Et on a de quoi faire, bien sûr. Super! Allez, on continue. On continue dans le sens suivant, chers amis. Nous allons aller continuer la 3e forme. 3e forme d'amour, philae. Philae, c'est l'amour où justement le sexe ne compte plus. Parce que c'est l'amour où je donne généreusement aux membres de ma famille. Et nous savons très bien que l'inceste, le tabou de l'inceste, est primordial dans la relation familiale. C'est la relation du petit groupe social. C'est la relation dans laquelle j'échange avec les miens, mes enfants, mes collatéraux, mes voisins, mes collègues, où il y a un ordre social qui est établi. Et c'est aussi l'amour avec mes parents, mes beaux-parents. C'est un amour qui va être exprimé au travers de la forme de l'intelligence, extra-personnelle, clanique, managériale. Vous voyez comme la forme sentimentale chez les humains est utilisée et exprimée par la forme de l'intelligence. Évidemment que tout est lié, comme on dit. Tout est lié, certainement. Mais il faut avoir les codes pour décoder ces liens. Grâce à ces codes, pour nous permettre de voir plus clair au travers de ces liens sociaux, on peut mieux s'y retrouver. On a parlé du narcissisme, le fondement de base.
Ce narcissisme, s'il est bien nourri, me permet d'aller à la rencontre de l'autre en termes de rencontres intimes, charnelles, sensuelles et sexuelles. Et à partir du moment où ce plan est bien nourri, je vais commencer à créer une collectivité nouvelle, ma famille bien sûr. Au travers de cette famille, le tabou de l'inceste va arriver et me situer pour générer philae. 3 termes grecs extrêmement forts et puissants dans la relation amoureuse humaine. Voilà. Le 3e niveau, évidemment, c'est l'amour familial, bien sûr. Alors, je vois que l'heure avance, je vois que tout le monde veut aller danser. Je vous inviterai dans le futur à un exercice de désidentification par rapport à la famille. Je vous proposerai différents exercices de EFT et des exercices de logosynthèse. Et nous réaliserons du web coaching complètement à ce sujet-là. Je vous donnerai les énoncés de base, vous écrirez tout cela dans le petit cahier et vous reviendrez avec ces énoncés ici en web coaching et nous traiterons cela. Vous verrez. Je vous donnerai les consignes prochainement. Continuons donc par rapport à cet amour familial. Maintenant, la 4e forme d'amour, vous l'avez entendu tout à l'heure, on l'a nommé agapé. Voici. Que voyons-nous d'autre? Au-delà de philae, nous avons agapé, 4e niveau de l'amour humain. Alors agapé, eh bien agapé nous vient des savants juifs au travers de la Septante. Ces savants juifs ont créé, et qu'est-ce qu'ils ont créé? Souvenez-vous, le bon samaritain. L'histoire du bon samaritain. Eh bien, ce bon samaritain n'est personne pour moi. Il ne fait ni partie de mon intimité intérieure, il ne fait ni partie de mon affectivité sexuelle, il ne fait ni partie de ma famille. C'est une personne vis-à-vis de laquelle je n'ai aucun lien. Et pourtant, je vais aller aider cette personne. C'est tellement rare que la tradition juive nous a parlé du bon samaritain. Ils en ont fait une histoire morale et récupérée par la tradition chrétienne qui est devenue plus ou moins la charité. La charité chrétienne, eh bien, la charité chrétienne, c'est cet amour d'agapé. Voyez-vous? Et une fois de plus, si je suis amoureux de cette créature, cette pauvre créature blessée sur le côté du chemin, que je me porte à son secours, eh bien, en fait, je suis amoureux d'autrui, mais autrui au sens large du terme, autrui avec le grand autre. À partir de là, si je suis amoureux de ce grand autre, que je vais aller aider, mais je suis amoureux de la vie entière. Et oui, eh bien, cela va nous placer à un niveau de l'expression de l'intelligence humaine qui nous parle de spirituel, existentiel et divine. L'amour inconditionnel. Et voilà. Voilà 4 niveaux d'amour humain. Et voilà 4 niveaux d'amour humain. Pourquoi ces 4 niveaux sont différents? Parce que pour nous, les intuitifs, ça pose problème. Lorsque nous, les intuitifs, nous tombons amoureux, en général, on mélange un niveau avec les autres et on reste scotché à ce niveau et on va jusqu'au bout. On est une sorte de jusqu'au boutiste de l'amour. Alors que si on pouvait réaliser, comprendre à quel point on est dans différentes sortes d'amour, ça nous permettrait de nous dégager, de nous désidentifier et de nous faire souffrir beaucoup moins. À ce moment-là, nos projets amoureux seraient beaucoup plus libres, beaucoup plus fluides. Et à ce moment-là, on évolue. Voyez-vous. Voilà pourquoi je vous ai concocté une nouvelle grille
vous voyez maintenant sur l'écran partagé le GPS intérieur des niveaux d'amour. Donc, vous allez maintenant voir qu'il y a 5 cases, le T début, donc aujourd'hui quand vous allez le faire, à 3 mois, à 6 mois d'écart, à 9 mois et à 1 an. Donc, c'est complètement intégré à notre travail Persona Gaia. Vous avez maintenant devant vous la colonne Narcisse, Eros, Philae et Agapé. Philae, vous pouvez aussi l'entendre parfois sous Philia, Philia de filiation, de famille. Je resterai avec le terme grec Philae. Eh bien, prenez ce tableau et vous écrivez soit avec une croix, soit avec un chiffre, soit avec une toute petite note, si vous vous sentez dans l'harmonie. Parce que le but du jeu de notre travail, évidemment, après 1 an, c'est que presque tout soit en termes d'harmonie. Mais au départ, je ne suis pas sûr que nous soyons au niveau de l'harmonie. Certaines personnes ne savent rien dire. Je sais rien dire. Je sais pas, je sais rien dire. D'autres personnes diront au niveau narcisse, ah ben, j'ai une souffrance diffuse. D'autres personnes diront, Eros, allez vers l'autre. Oh, moi, je suis dégoûté des hommes. Oh, moi, j'ai peur des hommes. Certaines personnes se diront, oh, j'ai des blessures dans ma famille. Oui, des blessures nouvelles, des blessures fraîches, récentes. Et d'autres diront, ah, par rapport à Agapé, l'amour inconditionnel, j'ai été tellement abusé dans le passé que non, ce sont des vieilles blessures et je ne m'en remettrai pas. Certaines personnes disent, moi je suis perdu. Je ne sais même pas si je sais quelque chose, si je ne sais rien. Par rapport à ça, je sais que je suis perdu. Voilà. Je vous donne ces 7 niveaux d'évaluation. Vous avez le petit énoncé au-dessus. Voilà. Donc vous inscrivez une croix, un chiffre ou une brève note dans ces cases. Et donc c'est le croisement entre, tout simplement, entre l'évaluation, je vais vous montrer l'évaluation, et la colonne. Faites-le maintenant, après ce webinaire-ci. Si vous avez des petites notes, vous écrivez cela sur les petites notes. Donc, évidemment, vous pouvez imprimer ce document et je vais vous le montrer. Il est bien sûr, ce document, dans notre plateforme. Si on réouvre la plateforme, j'y vais rapidement et regardez, nous avons bien sûr dans les fichiers, vous vous souvenez, je vous ai dit que dans les fichiers, nous avons le GPS intérieur, la liste des membres pour les travaux en clan, et maintenant, vous avez simplement à aller dessus, hop, nous allons dessus, avec le curseur, vous cliquez dessus, et voilà, votre petit téléchargeur télécharge le document. Ce ne sont que 2 pages, ce n'est que 2 pages, vous les imprimez, et vous le remplissez là cette semaine, et puis vous verrez dans 3 mois quelles autres évaluations vous inscrirez. Et puis dans 6 mois, quelles autres évaluations. Et il est possible, au cours du travail, certaines évaluations basculent vers souffrance. Certaines évaluations basculent vers blessures fraîches ou blessures anciennes parce que vous les aviez oubliées. Voilà. Je vous invite donc à un nouveau tableau dynamique. Et ce nouveau tableau dynamique, c'est vous qui allez le remplir. Et en le remplissant, ah, je vois Nora qui vient d'arriver. Salut Nora, tu es le micro. On se dit bonsoir. Tu peux parler. Bonsoir Alain. Voilà, mais je vois ton document. Je suis désolée d'arriver si tard, mais je t'ai dit que je faisais le meilleur, ce que je pouvais. Je vois déjà ton document. Déjà, je me dis waouh, super, super. Je vais utiliser ça. Et puis, je suis contente d'être là. Comme tu vois, je vais beaucoup mieux. Super. C'est pour je suis ça sur le fil du rasoir, mais bon, je me dis, je veux y être, je vais avancer avec vous. Parfait, je te remercie. C'est pour ça que je te laisse la parole pour te présenter, comme ça c'est cool. Donc, nous avons Nora dans la communauté et elle n'avait pas encore pris la parole jusqu'à présent. Sur mon image, là, c'est le nom de mon ordinateur. Ok. Bernadette Bolland, mais non, ça c'est le nom de mon ordinateur, mais c'est Nora. Donc, tu veux que je me présente là?
Pas aujourd'hui, Nora, mais je suis content de te laisser la parole pour que tu viennes t'exprimer de ce que tu viens de faire. Je te laisserai la parole plus tard dans un web Oh coaching. oui, ok, non, c'est parce que c'était inattendu. Bon, voilà. Voilà. Mais je ne savais pas que j'allais apparaître comme ça, comme un fantôme qui tout d'un coup devient concret. Oui, oui. Eh bien, je suis bien heureux de t'avoir dans nos images et de te voir. Je te salue. Oui, ok, merci beaucoup. Et je vais aller charger mes GPS. Oui, je te remets maintenant en mode muet. Voilà. Alors, donc, je viens de vous proposer Agapé. L'Agapé, je vais vous le proposer de la manière suivante. Si vous voulez évoluer un tout petit peu de ce côté-là, alors vous allez sur la plateforme, vous allez dans, voilà, Trousse évolutive. Dans Trousse évolutive, vous avez les méditations guidées. Vous voyez tous bien ça, hein? Alors, où est-ce que je suis? Un instant, je vais partager l'écran. Voilà, je vous partage l'écran. Je vais rechercher mon document. Donc, celui-ci, vous allez le chercher dans la plateforme Les méditations guidées. Vous cliquez sur Méditation guidée, page 1 et page 2. Et là, vous avez le lieu de sérénité compassionnée. C'est une méditation, une de plus que je vous ai ramenée du Népal. Me levant, j'éprouverai le besoin d'évacuer ce qui est inutile. Je vous invite à la réaliser les yeux fermés, mais si d'aventure vous vouliez garder les yeux ouverts, alors vous avez de jolies images du Népal que je vous ai filmées. Perso, ce sont des images de ma propre caméra. Voilà, donc je vous invite au lieu de sérénité compassionnée, qui est la toute première, et la deuxième, je vous invite après à pouvoir aller dans le voyage du héros compassionné. Ce sont des méditations d'une trentaine de minutes à chaque fois. Donc prenez bien le temps de les réaliser lorsque vous allez les réaliser. Donc par rapport à Agapé, je vous invite à vous baigner avec ces méditations guidées qui sont exprès ouvertes à la compassion. Si vous avez d'autres méditations, eh bien surtout utilisez-les. Si vous avez des prières, utilisez-les évidemment, parce que quand on parle d'amour inconditionnel, on parle évidemment de la prière, bien sûr. Hein, on parle, voilà. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui nous permettent de réaliser de la compassion. Et évidemment, l'action compassionnée, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et de lui proposer un amour inconditionnel. Même si on n'est pas encore tout à fait prêt, eh bien, on peut s'ouvrir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je pourrais faire comme action compassionnée? Je vous ai mis quelques jeux défis, évidemment, dans le syllabus. Voilà. De cette manière, j'espère que c'était intéressant pour vous de voir les 4 niveaux d'amour. Et est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour dire « Non, non, j'ai un manque » ou « Ouais, c'était chouette, j'ai assez de contenu ». Qui veut s'exprimer? Je vois un signe de tête chez Nicole qui dit « Ça a l'air d'être bon ». Je vais me permettre d'ouvrir ton micro, Nicole. Bonsoir, Nicole. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est correct pour toi? Mais écoute, c'est même, je trouve ça extrêmement riche, plein d'ouverture. J'ai appris plein de choses. Ça m'a ouvert plein d'horizons. Cette communauté, j'en profite puisque j'ai la parole pour dire que je trouve cette communauté extrêmement riche. J'ai un clan formidable et j'ai passé hier soir une soirée formidable. Voilà. Ouais. C'est tout. Génial. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer pour le contenu du webinaire de ce soir ou c'est bon pour vous tous? Oui? C'est bon pour Nathalie, Thérèse? Ok, super. Alors, je vous invite dans les prochains moments d'aller télécharger votre nouveau GPS intérieur.
et de commencer à triturer pour voir hein, des petites croix, des petits chiffres, des petites notes, pour entrer dans cette matière émotionnelle qu'est amour, ce sentiment amour. OK? Alors, c'est la main sur le cœur que je vous dis merci pour ce webinaire de Saint-Valentin, attendez, je vais rechercher le mot, des Lupercales, des trouilles de nouilles, de la montée de la sève et de l'amour sous toutes ses formes. OK? Allez, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Au revoir à tous.